Bonjour à tous et bienvenue dans Café des Hommes. Ce sera le dernier de cette saison, avant une pause estivale bien méritée. Et pour ce dernier, nous avons envie de parler un petit peu de nutrition, un petit peu de santé et de sport. Et pour ce faire, nous avons décidé d'inviter Matt de Wild Might. Matt, bonjour à toi et merci de nous avoir rejoints. Salut, je suis honoré de faire la dernière de la saison avec vous alors. C'est un plaisir pour nous Bonjour, aussi. Matt. Et du coup, on avait décidé de parler pendant cette émission donc de nutrition. Et ça va être particulièrement intéressant parce que toi, tu es sportif, mais en même temps, tu as des convictions véganes. Donc, tu arrives quelque part à trouver tes apports nutritifs même sans viande. Enfin, on va en parler. Et tu fais aussi du sport à haut niveau. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on pourra peut-être discuter un petit peu de, voilà, même pour l'auditeur moyen qui n'a pas forcément une formation physique au top et qui veut profiter de l'été pour se remuscler, et ben ça va être l'occasion. Voilà, on va essayer de faire une émission qui soit utile aussi, qui soit de salut public. Et on va peut-être aussi discuter un petit peu plus de se remuscler et se maintenir en forme, etc. Pourquoi faire? Je sais que tu as une approche un petit peu survivaliste. On va pouvoir en discuter et je pense que ça sera très intéressant aussi pour nos auditeurs. Peut-être que je te laisse te présenter, Matt, pour nous Ça expliquer un peu marche. d'où tu viens, comment t'es arrivé à faire ça. Alors, j'ai commencé ma chaîne en 2012. À l'époque, il y avait pas, ça parlait pas trop d'entraînement ou de dev perso même, donc bon, il y avait une place à prendre. Moi, j'aime bien en fait partager mes réflexions. Si ça peut aider des mecs comme moi qui ont été dans les mêmes problèmes que j'ai pu avoir ou quoi, j'en suis heureux. Donc, Mais lesquels de j'ai fait ce problème? truc-là. Lesquels de Tous problème? ceux que je traite sur ma chaîne, au niveau du training, de la liberté, tu vois, sur ma chaîne, on va dire, il y a un côté dev perso qui est beaucoup axé, donc training, conditionnement physique, combat, nutri, et économie aussi, parce que c'est une part importante de la liberté. Et voilà. Et puis bon, après, ouais, un peu, de temps en temps, un peu psycho aussi, tu sais, analyser des trucs. Là, il faudra que je fasse une vidéo sur la manipulation, tu vois, des trucs comme ça. Des trucs qui te donnent de la patate et des skills utiles, un petit peu chaque jour. Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors, il y a aussi que moi, je voulais me mettre à fond dans la muscu, tout ça, le conditionnement, de manière fonctionnelle, pas la muscu en salle, tout ça. Moi, je m'entraîne que chez moi ou dehors, avec du matos souvent rudimentaire. Et puis, c'était une manière aussi pour moi d'apprendre en même temps, tu vois, de me dire, je vais faire une vidéo sur tel sujet, sur l'entraînement, un truc un peu technique, il va falloir que je me renseigne et que je fasse une synthèse. C'est pourquoi d'ailleurs, tu vois, j'ai eu beaucoup de gens aussi qui me disaient Matt, t'as pas le niveau, tu fais des vidéos là-dessus, c'est pourri ce que tu fais, arrête les vidéos, tu sais, il y avait beaucoup de trolls forcément. Et bon, c'est un peu le principe en fait, c'est justement parce que j'étais pas un grand maître du training que ça m'a intéressé de faire ce chan aussi. Ouais, c'est une approche intéressante, effectivement. C'est vrai que le fait sur YouTube de faire des vidéos pour d'autres personnes, ça t'oblige quelque part à aller te documenter, te renseigner et à aller t'améliorer toi-même. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que je trouve très intéressant dans YouTube. Tu as mentionné la psychologie, j'ai envie de le signaler quand même parce qu'on avait fait une émission avec lui. Tu as fait une vidéo avec Bhaskar de la chaîne Hypnomachie il n'y a pas très longtemps. Et Je crois que oui, c'est sur ta chaîne principale ou c'est sur sa chaîne à lui, je sais plus. sur la mienne. Et ouais, Bhaskar, ouais, c'est quelqu'un, on est idéologiquement très proche, hein. On a une approche de liberté et de logique, tu sais, sans se faire contaminer par nos préjugés ou nos croyances ou ce qu'on aimerait bien qu'il soit vrai. Et voilà, j'apprécie beaucoup Bhaskar et c'était un plaisir de faire ça avec lui. D'ailleurs, j'en profite pour dire à nos auditeurs que normalement, la semaine prochaine, je ferai aussi exactement mercredi 10, je ferai un live sur sa chaîne. On parlera de René Girard. Parce que, voilà, j'en profite pour le signaler. On sera
On débattra des erreurs de René Girard. En tout cas, moi, je vais l'attaquer sur ce sujet-là parce que lui, il en parle très souvent et je vais lui montrer qu'il y a quelques soucis avec la conception de René Girard. Voilà, je finis ma parenthèse là. Va y avoir du débat alors. Ok. Ah oui. Ouais, encore à moi. Alors, ouais, bon, la présentation, ouais, voilà. Hein. Puis bah, voilà comment j'en suis arrivé à faire les vidéos. Je reviens sur un petit truc. T'as dit, je suis sportif de haut niveau. Non, j'ai jamais fait de compète. Bon, à part des petits tournois comme ça, locaux en combat, mais c'est tout. Tu vois, j'ai jamais été sportif de haut niveau. Surtout que je suis, tu vois, je suis assez polyvalent dans mon approche. J'essaye d'avoir une fonction globale. J'aime bien pouvoir passer un peu partout. Je me suis jamais spécialisé dans une discipline. Donc, j'ai jamais pu atteindre des hauts niveaux dans quoi que ce soit, en fait. Mais quand tu appelles donc une approche fonctionnelle, ça veut dire que tu veux développer l'ensemble des groupes musculaires, c'est ça ce que tu veux dire? C'est-à-dire une approche globale, harmonieuse. C'est plutôt du parce qu'on appelle en anglais les calisthenics, non? C'est un peu ça ce que tu veux? Calisthenics, c'est les trainings poids de corps en dynamique. Enfin, ce terme, on va dire, souvent c'est utilisé pour parler de l'entraînement poids de corps. Alors, fonctionnel. Ce qu'on appelle fonctionnel. Tu vois, quand tu t'entraînes, ton corps va se développer par rapport à ton environnement, ce que tu as besoin de lui demander tous les jours. Et puis toi, tu peux vouloir faire un entraînement spécifique de certains mouvements, avec certaines fréquences, certaines intensités, pour aller stimuler sur des paramètres qui sont jamais stimulés dans ton environnement, pour obtenir certains résultats. Maintenant, il arrive des fois que tu vois, tu peux te laisser avoir à ce jeu-là et t'entraîner à faire des trucs qui finalement ont plus aucune utilité pour un mec. Donc bon, en général, pour un mec, ça va être le travail et la guerre, tu vois, primitivement. Donc si tu t'entraînes, bah, tout à l'heure, Moss parlait de bodybuilding. C'est vrai que quand tu fais du bodybuilding, que c'est plus que de l'esthétique, de la fonction, avoir des gros muscles le plus possible, souvent en étant dopé, parce que la limite génétique de la plupart des gens, finalement, elle est assez basse, bah, du coup, tu sors de ce qui est fonctionnel. Ça a plus d'utilité. Si tu arrêtes de maintenir tout ce que tu fais en tant que bodybuilder, je parle pour vraiment les vrais bodybuilders, les mecs qui sont à fond, ça demande une rigueur vraiment très soutenue sur l'entraînement et le repos, la prise alimentaire. Et à peine tu arrêtes ça, ou même un paramètre, bah, tout de suite, tes performances vont rebaisser et revenir finalement à ce que l'environnement demande. Donc voilà, quand je parle de fonction, c'est des entraînements qui sont destinés à obtenir des capacités que tu peux utiliser dans ta vie tous les jours en tant que mec, et pas de créer des stimuli qui s'éloignent trop de ça. Ouais, dans les trucs que je vois beaucoup, moi, traîner sur le net, il y a aussi toute cette fixette autour de il faut être super sec, etc. Et tu vois des mecs, tu te dis, bon, bah, c'est pas possible d'être comme ça non-stop, en fait. Enfin, ouais. Bah, en fait, ouais, bah, disons, surtout les Européens, par rapport aux températures et tout, ils ont plus de fat souvent. Et pour se maintenir très sec, on va dire, allez, même rien qu'à moins de 10%, pour avoir ton six-pack tout le temps, bon, ben, ça, tu vois, c'est pas évident pour tout le monde. Ce que tu veux dire, c'est que si le climat est plutôt froid, il faut avoir plutôt de la graisse, enfin, naturellement de la graisse, en fait, c'est ça. Et puis si ouais, bah, c'est génétique, tu vois, en fait, voilà, enfin, on pourrait même dire, si tu essaies, je sais plus, c'était Delavier qui disait un truc comme ça, ou, enfin bon, non, Delavier avait dit, si t'es blanc, que t'as une génétique un peu fat et que t'essayes d'avoir ton six-pack, t'es un con. Il avait dit ça crûment comme ça. Alors, après, tu vois, on pourrait dire aussi, si tu veux avoir ton six-pack et être très sec tout le temps, tu veux ressembler à un Africain. Parce que les Africains, par rapport à la chaleur, stockent moins de fat. Et sont beaucoup plus secs que les Blancs. Et donc, bah ouais, c'est pas évident.
Moi, j'ai été assez sec. Bon, on va dire, ouais, peut-être 7-8%, le plus bas que j'étais descendu. Bon, bah, ok, c'est super joli, t'as les veines de partout et tout. Maintenant, tes performances sont inférieures. Donc, bon. Du Voilà, coup, tu dirais que c'est où pas- l'idéal en termes de fat? Bah, l'idéal, après, Ça ça dépend de la dépend. morphologie, non? Ouais. Ouais, ça dépend des gens aussi. Et puis, une fois encore, ça dépend de l'environnement que tu veux. Tu vois, si toi, tu as envie d'être un homme fort, qui va pouvoir soulever des grosses charges, qui veut faire du bûcheronnage, ce genre de truc, bah, tu t'en fous d'avoir un peu de fat, tu t'en fous d'être à 15%, tu vois, d'avoir un côté ours, et puis tu vas vouloir développer la force. Après, si tu veux avoir un bon rapport masse-puissance, être polyvalent, bah, du coup, tu vas chercher à avoir le body fat le plus bas possible sans que ça altère tes perfs niveau force. Donc, bon, bah là, après, ça peut être 12-10%. Voilà, selon les morphos après aussi, hein. Moi, je sais qu'à, on va dire, 10%, je peux être bien, tu vois. Enfin, tu peux descendre assez bas quand même, hein. Après, faut pas vouloir à tout prix te dessécher, puis avec les veines sur les abdos qui ressortent et tout, forcément, quoi. Tu peux le faire une fois de temps en temps, tu peux tester pour te connaître. Maintenant, il y a pas d'intérêt fonctionnel à faire ça. Et quand tu parles d'intérêt fonctionnel, toi, c'est par rapport à quel objectif que tu as voulu développer la puissance musculaire et fonctionnelle? Bah, pour être un animal complet, courir, grimper, taper, soulever, tirer. Voilà, je vais être polyvalent. Et Mais t'avais pas un métier du genre bûcheron, enfin, quand tu viens d'évoquer, t'avais pas un objectif vraiment, on va dire, très précis pour lequel alors, devenir. moi, à la base, l'entraînement, c'était le combat, en fait. C'était uniquement le combat. Quand j'étais ado, tu sais. Et, et puis, donc, je l'ai développé par rapport à ça. Il y avait un côté, bon, il faut que je développe ça parce que bah, c'est la vie, quoi. Si je développe pas le combat, je risque à un moment donné de me retrouver dans une situation où ça va me manquer. Et voilà, ça ira très mal pour moi. Donc c'est une question de survie, il faut que je développe ça. Après, bon, ça c'était au tout début, tu vois. Après, il y a eu le côté quand j'étais un peu plus vieux. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans la sécu, donc le combat était important. Et puis souvent, tu te fais recruter dans des dojos aussi. Donc là, il y avait un intérêt même fonctionnel par rapport au boulot. Et le conditionnement, vraiment, de me refocus que sur le conditionnement et de travailler sur des points faibles que je pouvais avoir que à l'époque je réalisais même pas. C'est venu un peu après finalement, même si j'ai toujours fait un peu de muscu à côté, tu vois, des sports de combat comme ça. Ah, donc tu travailles dans le domaine de la sécurité? Non, Tu as avant, travaillé? avant. D'accord. Non, maintenant je suis web entrepreneur et freelance. Donc non, la sécu, j'ai complètement arrêté. Mais ouais, quand j'étais jeune, ouais, c'était sécu à fond. Et voilà en fait la fonction que je recherchais à la base. Et puis bon, bah après, voilà, tu fais d'autres trucs. Je remarque que quand je bosse en forêt, que je fais du bûcheronnage ou que je soulève des pierres ou quoi, j'apprécie d'avoir les techniques de posture, les techniques de gainage lombaire et de pouvoir faire ça correctement sans me flinguer le dos. Même hier, j'ai travaillé dans les champs, j'ai cultivé des légumes chez un paysan. Bon, bah voilà, tu vois, quand tu bines, tu as des bonnes positions, tu sais comment mettre des coups de binette, comment taper, tu vois, c'est pas pareil. Ça sert pour le boulot aussi. Comme je disais tout à l'heure, bon, bah finalement, on en revient aux fonctions basiques du mec, hein, le travail et la guerre. Ouais, peut-être. Alors pour te poser quand même une question par rapport à ça, moi ce que j'avais beaucoup apprécié dans la chaîne que tu avais, c'est que tu faisais pas mal d'exercices sans avoir aucun équipement particulier ou des trucs vraiment très très basiques. Et
C'est ça, je me posais la question. Est-ce que ça t'est venu de base parce que tu t'es dit, voilà, dans la vie réelle, dans la forêt, dans quelque environnement que ce soit, je vais pas avoir des machines de muscu dernier cri à 10 000 € pièce, ou est-ce que c'est parce que tu avais des contraintes techniques, que tu n'avais pas de salle de muscu près de chez toi? Enfin, comment t'es arrivé à ça en fait? Non, bah, c'est que moi, les salles, ça m'a pas trop attiré en fait. De temps en temps, ça m'arrive d'y aller, tu vois, peut-être une fois tous les 5 ans. Je me prends un mois d'abonnement pour le fun, et puis voilà. Et puis après, je m'en vais. Mais voilà, je m'entraîne pas très bien en salle en fait. Je me fais chier. J'arrive pas bien. J'ai beaucoup plus progressé chez moi, dans mon jardin, ou près de la rivière, ou dans des parcs, que dans des salles. Et pour le matos, bah évidemment, ça vient de là aussi. Tu vas pas te sortir des machines de fou chez toi. J'aime bien les machines, hein, tu sais, le côté mécanique et tout, ça me plaît. Maintenant, bon, je peux pas les avoir chez moi. Et ça m'est venu aussi. Bon, tu sais, tu avais beaucoup de j'ai pris beaucoup modèle sur les ricains qui développaient le côté garage gym et puis qui s'entraînaient comme ça, quoi. Hein. Il y a eu le CrossFit aussi qui est apparu. Donc eux, ils travaillent beaucoup comme ça. Et du coup, au niveau de l'équipement, alors, parce que ça, c'est une question, je présume que les gens se posent, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir bien s'entraîner? Est-ce que tu as des marottes, des trucs qui te plaisent particulièrement, des trucs de base, hein, je veux dire? Ouais, bah, la base pour le mec qui veut être vraiment minimaliste, ça va être évidemment poids de corps. Et après, si tu veux utiliser un peu des poids, tu peux te lester avec des pierres, des trucs comme ça que tu vas ramasser, des trucs que tu n'as pas besoin de ramener chez toi ou de stocker si tu es en appart ou que tu es très minimaliste. Et après, pour ceux on va dire, un chez eux qui sont sédentaires, qui peuvent se permettre d'avoir un peu de matos, on va dire le truc ultime et qui suffit, c'est d'avoir la barre. Juste la barre avec les poids, quoi. Si tu as un jardin, tu peux te faire tes chandelles dans ton jardin pour mettre ta barre dessus. Ça te permet de faire du front squat, du squat, éventuellement du coucher si tu peux t'allonger sur quelque chose. Et en fait, tu travailles tout comme ça. Tu travailles tout. Donc la barre, c'est le matos de base. Poids de corps et barre. Il y en a un autre qui est un peu un classique, et je sais pas si tu avais fait des vidéos dessus, c'est la kettlebell. Est-ce que c'est un truc qui te parle ou pas trop? Ouais, bah c'est un très beau objet, le kettlebell. Ça fait une grosse boule compacte et tout. Vraiment, c'est assez fun. Moi, tu peux même t'amuser à faire du lancer de poids avec dans ton jardin. C'est fun. Bon, après, pour la plupart des exercices, tu peux avoir un halter modulable. Ça revient au même. Sinon, si tu veux, le problème du kettle, c'est que c'est cast. Tu sais, ils fondent le métal et puis ça te fait une boule. Tu peux pas moduler les poids sur les kettles basiquement. Donc, ce qui est bien, c'est tu peux t'en fabriquer une en coupant une barre d'halter qui se visse. Et puis tu soudes une poignée et puis là tu peux te faire un kettlebell modulable avec les petits disques. Voilà. Et ouais, c'est un bon training dynamique, le kettle. Donc c'est un beau objet aussi. Si t'aimes ça, ouais, tu peux tout à fait l'avoir. Après, pour la base, le truc qui te permet vraiment de tout faire, c'est d'avoir le barbell avec peut-être 60-80 kilos de poids. Et puis là, tu peux bosser tes complexes, tes exercices debout, thruster, squat, deadlift, front squat, back squat, split, les rowing verticales, les presses militaires, tous ces trucs-là. On peut enchaîner sur sur un programme minimaliste pour les gens qui veulent s'y mettre un petit peu. Ouais. Alors, l'idée, si tu veux faire un entraînement efficace qui prend pas beaucoup de temps, ça va être de faire tous les exercices les plus coûteux énergétiquement, qui stimulent tous les mouvements de chaîne musculaire, quoi, toutes les chaînes musculaires. Donc, c'est les mouvements basiques du style squat, deadlift, coucher, voilà, toutes les formes de squat. Ça, c'est en salle alors.
Parce que les Non, squats, non, ça c'est dans ton jardin, avec ta barre ou une pierre que tu ramasses, quoi, si tu as une pierre dans ton jardin, ou, ou ça peut être même au poids de corps. Après, c'est un peu compliqué, tu peux le travailler au poids de corps, tu vas plus bosser en endurance, donc c'est bien de pouvoir se lester un peu avec des trucs. Voilà, tu prends une pierre, tu soulèves ton chien, je ne sais quoi. Si vraiment tu veux être minimaliste et pas avoir de barre, voilà, c'est les exos de base. Donc traction, rowing aussi, bien sûr, pour l'arrière de la ceinture scapulaire et tout. Et voilà, ça, c'est les exos de base. J'ajouterais des exos d'isolation pour la nuque, parce que c'est quand même super important. Ah, après, chacun va avoir envie de se faire ses petits exos d'isolation aussi, tu sais, pour le plaisir, faire les biceps, des trucs comme ça. Voilà, ça après, c'est à ton bon cœur. En tout cas, les exos de base, c'est les exercices de chaîne. Et si tu veux avoir un training efficace, bah, il faut se concentrer sur ces exercices. Après, il faut savoir qu'au début, je veux dire, tu fais ça, tu vas avoir des résultats. Le plus dur, c'est de commencer à le faire et de créer l'habitude. Si là, on s'adresse à des gens qui ont du mal à s'y mettre, bon, moi, ça a été mon cas pendant longtemps aussi, hein. J'avais du mal à me créer l'habitude, j'avais pas la discipline pour faire, alors que j'avais envie pourtant et tout. Alors, le secret, c'est de commencer petit. C'est de le faire tous les jours, minimum une fois par jour, de faire des petites routines, et puis de le faire quoi qu'il arrive. Peu importe le temps, même si t'es fatigué, t'as pas le temps, t'es en retard ou quoi, tu fais ne serait-ce qu'une minute. Et puis tu feras une routine plus longue ce soir, c'est pas grave. Mais au moins tu crées l'habitude. Le piège, c'est de se dire, ok, allez, je le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, je me rattraperai demain. À partir de là, tu as déjà cassé la chaîne, tu as déjà cassé le circuit. Et c'est possible que le lendemain, tu le fasses pas, parce que du coup, ça va être plus probable que tu t'accordes aussi l'excuse. Et puis, bah, des fois, comme ça, tu peux casser des chaînes. Tu t'étais bien entraîné pendant un mois, et puis après, tu vas rester 3 mois sans rien faire. Parce qu'il y a eu une journée où tu t'es dit, allez, c'est acceptable de pas le faire. Et bon, faut prendre ça comme un truc d'hygiène, comme te laver, la douche, les dents, tout ça. Bah, l'entraînement, ça en fait partie aussi. Au niveau du rythme, tu penses qu'une fois tous les jours, c'est l'optimum ou parce que j'ai déjà entendu des gens qui disaient qu'il fallait laisser une voire 2 journées de récupération après une Ça, séance. ça c'est valable pour la muscu, on va dire, quand tu bosses comment dire, dans des stimulations faites pour faire de la prise de masse, qui vont cataboliser. Donc après, chaque type de stimulation a ses temps de repos adéquats. Si tu fais de la force, tu vas te cramer nerveusement, ça va être beaucoup plus long à récupérer. Voilà, si tu fais de la série moyenne, on va dire entre 8 et 15, entre 6 et 15, allez, tu vas beaucoup cataboliser dans le but de reconstruire derrière en plus gros. Et là, bon, bah, c'est un peu plus rapide. L'endurance, c'est le plus rapide, tu vois. Ça dépend des types de steam après. Après, pour celui qui veut se lancer dans l'action immédiate, qui n'a pas envie de s'embêter, de toute manière, quand tu t'entraînes, ça progresse, quoi. Et puis après, une fois que tu as commencé l'entraînement, tu as toujours le temps d'aller te documenter. Voilà. Là, le truc à savoir, c'est déjà quel exercice te plaise, qu'est-ce que tu as envie de devenir. Est-ce que tu veux bosser la fonction, être un mec fort, être un ninja qui arrive à sauter, faire des trucs, voilà, courir vite, grimper, ou être un ours qui va être Et fort en lutte. au niveau de l'endurance, du coup, parce que dans la routine si j'ai bien compris, du coup, tu es plus sur une routine qui privilégie la force, mais est-ce que, par exemple, au niveau du cardio et de l'endurance, ça permet aussi d'améliorer des performances, ou est-ce que tu bosserais ça à part? Ah bah après, tu peux pas bosser le cardio en même temps que la force, parce que la force, en fait, tu vas faire des impulsions qui sont très courtes et très intenses. Donc le cardio, si c'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie, qui travaille des gros muscles, c'est vrai que le cœur va être sollicité quand même. Maintenant, ça va être très rapide. Après, tu as tu vois, par exemple, en CrossFit, ils travaillent
Ils travaillent souvent, ils font des mix de travail musculaire et cardio. Donc ça veut dire que quand tu bosses type CrossFit, tu peux arriver à l'échec par rapport à un échec musculaire ou pas, ou c'est ton cœur qui va lâcher, tu vois. Donc après, il y a un équilibre entre les stimulations qui sont faites par rapport aux charges choisies. Donc c'est des charges assez légères qui permettent de faire beaucoup de reps, donc ça travaille le cardio et les muscles en même temps. Par contre, du coup, si tu bosses comme ça, tu bosses pas la force. Les mecs qui bossent en CrossFit se font des entraînements spécifiques force pour augmenter leur perf. Et voilà, tu peux pas tout mélanger dans le même training. Voilà. C'est pour ça que je n'ai jamais eu de haut niveau. Tu dois faire les choses une par une et même de faire, tu vois, de faire les choses une par une. Si tu t'entraînes dans un domaine, bah souvent tu vas régresser dans le domaine que tu n'entraînes plus parce que tu peux pas tout faire en même temps. Et même des fois, c'est contre-productif. Si tu veux prendre en masse et que tu fais beaucoup de cardio, tu vas sûrement rien prendre du tout en masse parce que le corps va utiliser toutes les calories que tu ingères pour dépenser l'énergie que tu vas cramer dans le cardio. Enfin, en tout cas, le surplus calorique par rapport à ton métabolisme de base. Donc voilà, le secret, bah, c'est juste de s'y mettre le minimum de temps possible, et puis ce temps, il augmentera de toute manière tout seul. Voilà. Donc tous ceux qui écoutent, qui ont envie de s'y remettre, bah déjà, bon, content de vous inciter à ça. Donc ça peut commencer aujourd'hui, et puis pour motiver, la petite astuce, c'est de prendre un papier et de marquer quelque chose de mesurable dessus par rapport à ce qui est fait tous les jours. Ça peut être sur de la durée d'entraînement, sur les perfs d'un exercice qu'on va mesurer tous les jours ou tous les 2 jours, parce que selon l'exo, tous les jours, il n'y a pas assez de récup. Et puis du coup, bah, le simple fait de voir ces statistiques sur ce papier que tu peux afficher sur ton frigo ou quoi, ça va t'inciter, comme un jeu, hein, comme quand tu joues à un jeu et puis qu'on te dit, voilà, quête principale, quête secondaire, voilà les statistiques. T'as envie de faire monter ça naturellement. Donc ça, c'est le petit truc qui permet de gamiser un peu l'entraînement et de te mettre en marche. Ouais, bah super astuce. La référence à En Marche, elle était volontaire ou Non, certainement pas. Non. Radou, tu as des questions sur la partie sport, etc. Non, je trouve que c'est très clair. Mais juste, alors, on pourrait faire le lien, la transition, alors avec la vision végane, en fait. Pourquoi tu as adopté un régime vegan et comment est-ce que ça peut s'harmoniser, se réconcilier avec finalement une forme physique, on va dire quand même au top. Ouais, alors, le véganisme, c'est dans la définition du terme, c'est pour aux animaux. Et donc, si je l'ai fait, c'est parce que j'avais plus envie de cautionner des tortures d'animaux. Donc, j'ai fait le test. Au début, je savais pas du tout si c'était possible, si ça allait marcher, hein. Comme tout le monde, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais peut-être que je vais me dessécher ou quoi, ou ou j'aurais pas assez de prot. Tu vois, c'est le premier truc auquel tu penses en général. Et puis j'ai fait le test et c'est très bien allé. Je voyais que j'arrivais à progresser en étant vegan. Et donc je me suis fait ma progression, en fait, une bonne partie de ma progression de cette partie de ma vie, en fait, ça s'est fait en étant vegan. Et donc, pour être vegan, enfin, si on veut, pas forcément vegan, déjà, si on veut réduire sa consommation d'animaux et dérivés, déjà, le premier truc pour parler des protes, ce sera pas les carences de protes, le gros problème. Les protes, il y en a dans les végétaux, il y en a dans beaucoup de choses. Après, pour restituer, c'est sûr que de manger un animal, c'est une façon de récupérer beaucoup de calories très rapidement. Tu vois, à l'origine, les humains, ils sont plutôt végés. Et puis s'ils voient un animal passer, hop, ils peuvent le tuer, dévorer son cadavre, et ça leur fait une grosse source de prot très rapide. Et plus les humains ont été au nord, et évidemment, moins il y avait de poussées, et plus ils ont été carnivores, parce que c'était plus simple. Donc ça fait partie de l'évolution. Les humains ont mangé des animaux.
c'est possible d'être vegan, mais c'est vrai que ça reste une grosse source de calories rapide de manger des bêtes. Bon, alors après, on est dans une société maintenant où c'est possible de faire sans. Donc, moi qui n'ai pas envie de tuer des animaux ou encore pire, de financer leur torture dans des camps horribles, du coup, j'ai arrêté de les consommer. Et si on le fait, effectivement, il faut le faire bien, il faut faire attention. Il faut pas, tu vois, il y a des véganes qui vont juste virer la viande et puis bon, ils vont pas remplacer ou ils vont manger du junk, tu sais. Quand on débute, il y en a beaucoup qui font ça, tu vois, ils virent tous les produits animaux et puis ils vont sur les sites de bouffe vegan, machin, puis ils se commandent du junk. Et alors, c'est quoi le junk? C'est quoi le junk? Le junk food, la bouffe néfaste pour les humains, la bouffe non physiologique. Qui est non, mais pas je comprends parce que le junk food, je pense à McDo, c'est pour ça que je me dis, mais ils commandent quoi sur les sites vegan? Parce que tu vois, le junk food, je pense à McDo. Donc... T'as du junk vegan en fait, tu sais. Ah oui? Alors déjà, le consensus actuel, ce qui est vegan, c'est considérer tous les végétaux. Maintenant, tu vois, le véganisme, c'est pas d'être végétalien, c'est de préserver les animaux au mieux. Donc ça veut dire que si tu consommes des végétaux qui ont été cultivés en dégradant les sols, en utilisant des produits chimiques tout pourris, qui ont tué toute la vie dedans, les vers de terre, les insectes et tout, tu vois, moi j'ai du mal à considérer ça comme vegan. Donc tu vois, si c'est pour consommer des végétaux comme ça, franchement, je préfère encore un mec qui va manger que de l'organique et qui va aller chasser un sanglier de temps en temps. Donc voilà, tu vois, il y a des trucs comme ça, j'ai envie de restituer ça un peu, parce que c'est pas parce que tu vas bouffer un truc végétalien que c'est vegan. Tu vas manger du beurre de cacahuète qui a de l'huile de palme dedans. Tu vois, bon, c'est pareil, c'est des ingrédients qui sont pas terribles. Environnemental, pour les animaux et tout, c'est pourri, quoi. Moi, j'ai du mal à considérer ça comme vegan, en fait. Donc voilà, pour restituer ça. Et puis. Moi, il y a un truc que j'ai observé pas mal dans la communauté végane, parce que je connais j'ai quelques collègues du boulot qui sont véganes, etc. C'est que il y a beaucoup de véganes qui ont tendance à remplacer tout ce qui est viande par des dérivés de soja. Et j'ai cru comprendre quand même, après avoir lu quelques études sur les questions, que ça avait des conséquences pas terribles pour les hormones, etc. Est-ce que c'est un truc que tu surveilles, toi, ou enfin comment tu te places par rapport au soja, par exemple? J'ai un peu regardé ce qui se disait par rapport à l'œstrogène et tout. Bon, je m'en suis toujours méfié, donc je consomme rarement du soja. Voilà, enfin de toute façon, je ne saurais même pas sous quelle forme le consommer, à part en germe. Mais bon, je consomme très peu ça en fait, parce que c'est vrai que je m'en méfie par rapport à ça. Après, en même temps, t'as plein de véganes qui ont des bons niveaux physiquement, qui se sont construits à coup de soja aussi. Donc voilà, donc il faut voir. Je sais pas. Sur ça, j'ai pas de certitude. En tout cas, bon, je m'en méfie et puis j'ai pas d'intérêt d'en consommer. Donc moi, j'en consomme assez rarement en fait. Voilà. Et pour les quelques trucs qui manquent dans l'alimentation végane, genre la vitamine B12 et je sais plus, il y en a quelques-uns comme ça. Ouais. Tu prends des suppléments, toi? Tu fais comment? Ouais, en fait, souvent la préoccupation c'est si je deviens végé, je vais. Et en fait, non, il y a dans les animaux, il y a d'autres trucs qui sont qui a vraiment, enfin, pas beaucoup dans les végétaux. Tu vois, par exemple, tout ce qui permet de resynthétiser le collagène. En fait, c'est vrai que quand tu es vegan, ça te manque. Pour refaire du collagène, apparemment, c'est pas terrible. Donc, remarque, même ceux qui mangent de la viande, c'est vrai que le collagène, tu l'as beaucoup dans les tendons, en mangeant les abats, des trucs comme ça. Donc, même ceux qui mangent de la viande, ils peuvent éventuellement en manquer aussi. Donc, en étant vegan encore plus. Donc, déjà, je trouve ça bien de se supplémenter en glycine, par exemple, pour la resynthèse du collagène. Après,
créatine, il y en a dans les aussi beaucoup. Donc, si tu vois qu'en passant VG, tu as moins la patate qu'avant, tu peux essayer de te supplémenter en créatine, voir si ça fait une différence. Et pour le B12, ouais, donc le B12, c'est une vitamine qui est synthétisée dans des intestins par des bactéries et des animaux. Et puis bon, bah, du coup, voilà, quoi, c'est en mangeant normalement de la viande que tu chopes du B12. Alors après, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'animaux dans l'industrie qui sont supplémentés en B12 parce que eux-mêmes n'en ont plus par rapport à enfin, je sais pas, à leur mode d'élevage, ils font pas de B12. Donc il y a une grosse supplémentation. Donc en fait, la plupart des gens qui obtiennent leur B12, ils l'obtiennent en fait de B12 synthétique qui a été injecté dans des animaux d'élevage. Voilà. Petit fun fact sur le B12. Ouais, je savais pas ça. Et après, il y a... Ouais, donc du coup, ouais, bah, pour les véganes, du coup, bah, c'est très important de se supplémenter. Et sinon, ça peut apporter des gros problèmes. Alors, le B12, il se stocke. Tu peux avoir peut-être jusqu'à 5 ans, 6 ans de réserve. Souvent, on entend parler de 4 ans. Alors, moi, je suis resté 4 ans sans me supplémenter, parce que je voulais faire le test. Et au bout de 4 ans, j'ai commencé à me supplémenter pour voir si je ressentais une différence. J'en ai pas ressenti, donc peut-être que je devais avoir encore beaucoup de réserve. Sinon, il est dit aussi que tu as certains humains qui synthétisent leur B12. Dans les intestins, ils ont la flore qu'il faut pour ça. Après, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, Mais donc, j'ai entendu. Tu fais confiance plutôt à ton ressenti comme critère ou tu prends des mesures, enfin, je veux dire, de prise de sang, Les etc. deux. Non, j'ai jamais fait de prise de sang. En fait, le B12, je me supplémente parce que c'est important. Après, le ressenti, j'y fais attention pour voir. Parce que ça peut être un indicateur. Maintenant, je peux pas me fier que à ça. C'est pas possible. C'est pas assez précis. C'est pas mesurable. Tu vois, quand tu parles de nutri, d'entraînement, faut toujours s'appuyer sur des choses mesurables. Charge Oui, que c'est tu pour vas c'est pour ça que je te prendre. pose. Mais c'est pour ça que je te pose la question, justement, parce que tu avais l'air de dire que tu prenais comme critère, enfin, comme outil, ton ressenti. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Bah, je m'en sers aussi. Maintenant, c'est pas le truc principal. Ouais, parce que moi, de ce que j'observe quand même autour de moi, et après, je veux pas non plus faire une généralité de quelques personnes que je connais qui sont véganes, hein, ce serait un peu exagéré, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de véganes qui se rendent pas compte non plus qu'il y a des trucs dans l'alimentation qui se font sur du temps très long, et que quand tu es végane pendant 1 an, à la limite, tu vois pas de différence dans ton mode de vie, mais que 10 ans plus tard, tu risques d'avoir des problèmes de santé, quoi. Et Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déconnent un peu avec l'alimentation parce qu'ils ne se rendent pas compte des effets que ça peut avoir sur le long terme. Ils sont juste dans une approche d'une semaine sur l'autre. Et effectivement, si pendant une semaine tu bouffes vraiment des trucs pas terribles, des cochonneries, tu peux ne pas te rendre compte que ça a des effets sur ta santé. Tu peux manger au McDo pendant une semaine et te dire, ah ben en fait, c'est nickel. Et non, juste, il faut réfléchir aussi au temps long, quoi. Ouais. C'est insidieux. C'est pour ça que si tu prends aucune mesure, tu peux voir, ou tu peux ne pas voir tes perfs décliner petit à petit. Et puis à un moment, tu te retrouves un jour, putain, mais en fait, je suis devenu tout faible. C'est de la merde ce que je fais. Une petite barre toute pourrie comme ça, je galère avec. Mes perfs ont diminué. Là, il y a vraiment un truc, il faut faire quelque chose. Mais bon, ça fait déjà longtemps. Il y a un autre exemple de ça, c'est concernant le B12. Imaginons une fille qui ne se supplémente pas. Si elle tombe enceinte, ça peut avoir des répercussions catastrophiques. Et en fait, pour les non-véganes, on donne des supplémentations en B12 pour les femmes déjà. Donc, si tu es végane, que tu ne te supplémentes pas et que tu as un gosse, le gosse peut avoir des graves problèmes. Et là, du coup, ça vient d'un coup. Pour toi, ça allait bien, mais bon, t'es en cloque, hop, ça a des répercussions dramatiques.
Et tu peux pas tout à coup récupérer les carences que tu as accumulées pendant un moment, non? Ça marche pas comme ça, non? Ou si tu peux. Bah, alors pour le B12, les conséquences une fois que tu es en carence apparemment ça arrive assez vite et c'est très grave. Maintenant, si tu commences à avoir du symptôme et que tu reprends du B12, bah, le corps il l'assimile très vite et puis j'imagine que ça passe, tu vois, tu vas pas avoir besoin de te supplémenter pendant 4 ans si ça fait 4 ans que tu n'as pas eu de B12 et que tu commences à avoir une carence. Parce que c'est par rapport à la réserve aussi. Le corps fait des réserves de certains composants, donc bah, c'est au moment où tu n'en as plus que les problèmes arrivent. Si tu en reprends, c'est bon, quoi. C'est comme si tu fais un jeûne. Tu fais un jeûne, tu peux jeûner 2 semaines, ça va être OK, le corps va taper sur les réserves, et c'est au moment où il n'y a plus du tout de réserve que là, le corps va commencer vraiment à composer. À souffrir, ouais. Mais dès que tu remanges, il utilise la nourriture que tu remanges. Ouais, il est pas con. Ok, mais je propose qu'on passe nous aux motivations qui t'ont amené à Ouais, bah oui, vas-y. de ce mode de vie, non? Alors, parce on a cru comprendre d'après les vidéos que tu as déjà faites depuis un moment que tu as une orientation philosophique, on va dire, survivaliste. Non? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'impression est correcte? Ouais, on peut dire ça. Disons, enfin, survivaliste, pas dans le côté bushcraft, vivre dans la jungle et tout ça, plus se préparer, avoir, voilà, être préparé. Alors bon, j'ai toujours été comme ça financièrement, j'ai toujours été assez fourmi. Et puis, bah, du coup, j'aime bien me poser les questions. Voilà, là, je suis dans cette situation. Qu'est-ce qui pourrait mal aller si je fais ça? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème? Quand il y a un projet, tu vois, je suis souvent le mec qui va soulever les problèmes, qui va faire chier tout le monde. Et du coup, bah, j'aime bien me préparer aussi par rapport à d'éventuels problèmes qui pourrait y avoir. Donc, on va dire, je suis plus preppers que survivaliste, tu sais, au sens faire un feu dans la forêt avec un petit arc et un bout de bois ou ce genre de truc. Mais tu dis être préparé, c'est-à-dire mais préparé à quoi? Enfin, préparé à une disruption de la vie normale. Par exemple, bah, s'il n'y a plus d'essence à la pompe, s'il n'y a plus de nourriture dans les magasins, s'il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, ce genre de choses. En gros, une approche de vie autonome au cas où la société ne remplisse plus son rôle, en fait. Enfin, j'essaie de reformuler ça pour les gens qui ne sont pas habitués au discours survivaliste, parce que moi je le connais un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas trop rupture de la normalité, etc. Ça fait un peu sérieux, mais je pense que, enfin, en gros, si jamais la société ne t'apporte plus ce qu'elle t'apporte actuellement tous les jours avec des supermarchés, de l'essence, etc., toi, tu te prépares à ce moment-là et tu prépares. Toi, tu t'es préparé plutôt pour des problèmes à court terme, du style si pendant 2 semaines il n'y a pas d'essence, je veux avoir un plan de secours, ou tu te prépares plus sur une approche où la société s'effondre complètement pour une période indéfinie? Idéalement pour le long terme. Après, c'est très difficile, donc c'est le niveau supérieur. Pour quelqu'un qui a envie de se rassurer, de se préparer un peu, de gagner en autonomie, donc de se sentir plus libre, de se sentir plus en puissance, bah, la première étape, ça va être de te trouver un bon container et de t'acheter un peu de stock de riz. Là, tu te dis, ok, d'habitude, je fais les courses à l'arrache quand mon frigo est vide, et puis je m'achète que pour 3 jours de nourriture. Vous voir, il y a des gens, ils font les courses tous les jours quasiment, hein. Des mecs qui habitent en centre-ville, ils vont au supermarché d'en face tous les jours, quoi. Ils ont aucun stock chez eux. Il suffit que le truc il ferme 2 jours, ils font un jeûne de 2 jours, les mecs. Donc voilà, déjà, première étape, ça va être des petits trucs comme ça. Se débarrasser de ta plaque électrique et plutôt de mettre un truc avec des bouteilles de gaz. Comme ça, tu peux stocker des bouteilles de gaz pour 6 mois, 1 an, 2 ans. Avoir un peu de stock de bouffe chez toi pour
une semaine ou deux au début, tu vois, plutôt que 3 jours comme font beaucoup de gens. Et puis après, bah, tu avances comme ça, quoi. Après, moi, tu sais, je suis pas très avancé, en fait, dans ce truc-là. Parce que bon, voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre, en fait, hein. Mais bon, voilà, j'essaye de pallier les lacunes que j'ai. Donc, pour reprendre le jargon local, tu n'as pas encore une base autonome durable, c'est ça? Ouais, j'en ai pas, ouais. Je suis encore en réflexion là-dessus. Où est-ce que je vais la faire, comment la faire, tout ça. Mais C'est ce qui me dis-moi, bloque. comment ça fonctionne là dans le survivalisme? C'est-à-dire, enfin, on préconise que chacun essaye d'être autonome, enfin, ou bien on essaye de faire d'organiser sa tribu, son réseau qui éventuellement serait ravivé le jour de l'effondrement ou enfin, de la rupture de la normalité. Ça marche comment? Parce que je connais pas grand-chose en fait. Ben, si on imagine un effondrement très grave, ça veut dire qu'il faudrait partir sur du long terme. Donc dans ce cas, ben, il faut envisager de faire un clan et d'avoir une tribu. Parce que tu peux pas être juste tout seul dans un bunker. Enfin, tu peux le faire, maintenant c'est pas très intéressant. Ce qui serait fun dans un contexte comme ça, je veux dire, imagine, t'es un prepper ou un survivaliste, c'est l'effondrement total, tu vois, t'as vu ça de ton vécu, ce serait quand même quelque chose d'étonnant, quoi, un truc historique à vivre. Donc si c'est pour rester dans un bunker tout seul et juste à se dire ouais je survis, j'arrive à gagner le game, c'est nul. Le but c'est de survivre aussi avec la classe, quoi, en s'amusant, en faisant des trucs fun, en essayant de reconstruire des trucs derrière. Si on parle dans le cas d'un gros apocalypse. Donc bon, moi là-bas, j'ai commencé à m'intéresser à ça en 2009 par rapport à la crise qu'il y a eu et qui a montré que le système pouvait pas tenir. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'économie et tout ça, à tout le côté libertarien, école autrichienne, école voilà, Ludwig von Mises, tous ces économistes-là. Et ouais, c'était par rapport à l'économie, donc en m'imaginant si jamais il y a des problèmes économiques, il peut y avoir des petits problèmes qui vont durer 1 mois, ça peut être plus grave, ça peut durer 6 mois, qui sait, et puis bah après, t'avances, plus t'es avancé dans ta pratique et plus t'es capable de rester longtemps. C'est drôle parce que, je veux dire, moi j'ai vécu dans ma propre vie, puisque moi j'ai vécu la fin du communisme, mais j'ai vécu les choses à l'envers. Moi j'ai vécu d'abord le survivalisme, puis l'effondrement, puis ça s'est passé, ça passé à l'envers. On a d'abord survécu sous le communisme, après le survivalisme s'est effondré, et après il y a eu la normalité. Donc, il y a eu la société, ouais. Enfin, en tout cas, la société des capitalistes, on va dire. Bon, c'était aussi une très très grande rupture de la normalité, ça je peux t'assurer. Mais c'était une normalité très survivaliste, parce que sans essence, sans électricité, sans eau chaude, je connais. Ça, y a pas trop. J'ai connu. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant quelque part avec ça, et je trouve que c'est une partie qui est pas forcément toujours bien mise en évidence dans le discours survivaliste, si je peux me permettre une critique par rapport au discours survivaliste en général, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens se préparent et l'impression qu'il va y avoir une grande annonce aux 20h du JT et qu'on va leur dire c'est l'effondrement, c'est la merde, tout part en couille, débrouillez-vous. Et la réalité, c'est que, bah, en fait, on peut avoir une transition d'une situation où tout se passe bien vers une situation où, effectivement, comme dit Radou, c'est la disette communiste, et ça peut prendre peut-être 10 ans, 20 ans à se mettre en place, en fait, cette transition. Et donc, on a l'impression de l'extérieur que tout va bien, mais en fait, c'est une impression en trompe-l'œil parce que, en fait, les choses sont en train de se détériorer à vitesse grand V, et on est en train assez rapidement d'arriver sur des temps où il n'y a pas grand-chose à manger, quoi, et tout ça. Ouais, alors ça me fait penser à un truc intéressant, tu vois, c'est le fait de, tu vois, par exemple, moi, quand je bossais en sécu, c'était super, hein, c'était super tranquille, tu vois, on faisait des trucs, tant qu'il se passe rien, c'est cool, le boulot de sécu. Et puis, n'empêche que,
tu vois, une bonne attitude à avoir pour un bon agent de sécu, c'est de jouer le jeu. C'est de se dire que tant que c'est pas fini le boulot, il peut se passer quelque chose. Il y a des gens, même des gens qui ont des hauts postes, ils travaillent en protection rapprochée, tout ça. Moi, j'ai entendu des mecs me dire, non, mais on s'en fout. De toute façon, il se passera rien. Donc on s'en fout. Limite, on n'est pas attentif, on fait pas le boulot. Il y aura rien, c'est tranquille la mission. Et c'est comme ça que t'as des Bill Gates qui se font entarter ou des Manuel Valls, tu vois, qui peuvent se prendre des baffes dans leur manif ou je sais pas quoi, dans leur défilé. Et c'est sûr que avant tu vois, si tu joues pas le jeu, si tu t'en fous, bah avant qu'il se passe quelque chose, ouais, tu vas pas en parler, tout se passe bien. Et au moment où l'événement se déclenche, tu te dis merde, quand les Argentins, c'était en 2001, je crois, on leur a fermé leur compte et qu'ils pouvaient plus accéder à leurs économies. Et ben, un an avant que ça se passe, ce bank run, ou même 2 ans avant, personne parlait de ça. Enfin, même 6 mois avant, je veux dire. Et puis, même la veille, personne n'en parlait. Les gens n'avaient pas ces soucis. Et puis, bah, le jour où il y a eu ça, ils se sont tous dit merde. Ils ont pris des marteaux, ils ont été dans la rue et ils étaient désespérés. Et ils étaient dans la merde parce qu'ils n'avaient pas de self-défense financière, ils n'avaient pas de préparatifs financiers, ils faisaient confiance entièrement aux banques qui gardaient leurs économies, ils se sont fait avoir comme ça. Pareil avec Chypre, là, quand il y a eu les mecs qui se sont fait voler une partie de leur compte qu'ils avaient déposé, tous ceux qui avaient plus de je sais plus combien, 100 000 ou 1 million, bah c'est sûr que la veille avant que ça arrive, ils pensaient pas du tout à ça. Et le lendemain, c'était d'un coup leur souci principal. Et leur vie était peut-être pas en danger, parce que c'est des mecs qui avaient déjà de la thune, mais enfin, ça fout un sacré coup au moral quand même. Et ben, c'est ça l'attitude, c'est ça l'esprit, c'est de se dire, ok, aujourd'hui c'est le paradis, dans 1 minute, ça peut devenir l'enfer, et il faut être prêt. Bah, je crois techniquement d'ailleurs que maintenant, dans toute l'Union européenne, on peut te prendre au-delà de 100 000 euros. Je crois qu'il y a une loi qui a été passée en ce sens-là au niveau de la BCE, mais je suis pas sûr à 100%. Donc, ça fait très longtemps ouais, qu'ils ont commencé à mettre en place tout un juridique pour pouvoir sauver le pays en volant les règnes des Français, en fait. Donc, ouais, c'est réel. Après, là, on parle de 100 000. Il y en a même qui disent, ouais, bah, s'ils prennent même à moins de 100 000, de toute façon, bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ouais, il faut faire attention. Et du coup, par rapport à ça, voilà, quelles sont toi quelles sont tes possibilités ou comment tu vois les choses? Est-ce que tu stockes des liasses de billets chez toi? Est-ce que tu stockes de l'or? Est-ce que tu stockes des trucs qui peuvent se vendre? Pour le côté financier, ouais. Alors, premier truc, moi, je trouve ça bien d'avoir le logement, d'avoir la base, justement. Si tu as la chance, pas comme moi, d'être vraiment sûr de l'endroit où tu veux vivre et de trouver ce que tu veux, bah, c'est d'acheter la maison avec le petit terrain, la source. Très important, la source. Source ou un forage ou quelque chose. Ou un ruisseau ou une rivière même, le top, pour pouvoir avoir de l'eau, quoi. Parce que c'est ça la denrée rare. Ou un endroit où il pleut beaucoup, faire de la récup. Mais ouais, déjà avoir ça, et puis après, bon bah... Alors, garder des liasses de billets, de toute façon, tu vois, pour quelqu'un qui serait déjà en place, qui aurait déjà sa maison, qui est propriétaire, tout, qui a tout payé, le mec bien, garder des billets comme ça, c'est pas terrible, puisque tu subis l'inflation. Donc, en garder un peu pour la mobilité, c'est bien. Si tu as une opportunité, que tu as un truc à acheter ou quoi, ok. C'est bien d'en avoir un peu à la banque, avoir un peu en cash, parce que le jour où les banques fermeront, bah, c'est des fonds qui seront plus accessibles. Avoir peut-être 2 banques aussi. Tu vois, bon, on voit des trucs aujourd'hui, il y a des banques qui ont des comportements. Il y a des gens qui se font virer de leur banque. On leur dit, ah monsieur, votre compte n'est pas assez actif, on vous vire, ou alors ouais, là, vous avez telle dépense, c'est bizarre, voilà. On vous ferme votre compte, ça peut arriver. Donc voilà, on va dire pour self-défense financière, avoir déjà se focus sur le logement, la maison.
avoir le potager, la source, pas trop laisser à la banque, pas trop avoir en cash, parce que de toute manière, tu subis l'inflation. Hein. Depuis 2000, l'inflation, elle est atroce en France. Hein. Donc tu perds beaucoup. Après, attention, mieux vaut te prendre un peu d'inflation tous les ans, enfin même beaucoup, puisque là en France, on doit être à 5-6% d'inflation réelle. Hein. Pas les Officiellement, chiffres bidons. Officiellement, on est à 2%, mais je ne sais pas exactement ce qui est pris en compte dans l'inflation calculée par le gouvernement. Donc, Oh, bah, ils prennent, je crois qu'ils prennent justement pas grand-chose qui est utilisé par les gens au quotidien, en fait. Donc bon, c'est du bidonnage. Hein. Les taxes, c'est du vol, et l'inflation aussi. L'inflation, c'est comme une taxe. C'est simplement, ça affecte surtout ceux qui ont du capital. Donc bon, c'est pour ça que je pense que les riches, en fait, sont peu capitalisés bien souvent. Tu vois, ils savent déjà ce qu'ils vont acheter et dans quoi ils vont investir avant même de gagner les sous. Alors que la plupart des gens, tu vois, nous autres pauvres esclaves, eh ben, on a toujours l'habitude on travaille, on paye nos trucs pour vivre, pour survivre. Et puis quand on a un peu de sous, on se dit, tiens, j'ai réussi à mettre de côté un peu, qu'est-ce que je pourrais investir avec? Voilà, c'est le truc inversé, je pense. Et ouais. Donc après, pour un mec qui serait super calé, qui aurait tout, bah après, il y a quoi? Il y a les métaux, les cryptos peut-être, ou tout simplement bah, réinvestir dans ta spécialité. Je sais pas si toi tu vends je sais pas quel produit, bah tu investis dans ton propre business pour le développer, quoi. C'est ça qui est le mieux encore, hein. Investir sur toi, investir dans ton business, investir, autrement dit, dans des investissements sur lesquels tu as le contrôle. Si tu sais pas quoi faire de tes sous et que tu achètes des trucs qui sont dépendants des tendances du marché, t'as pas de contrôle dessus, c'est un gros risque. Si tu investis sur toi, je sais pas si tu es maçon, que tu construis des maisons, que tu aimes bien acheter des maisons à retaper, bah, du coup tu peux investir sur ça. Moi je trouve ça bien. Voilà. Radou, toi, par rapport à ça, Ouais. tu te prépares qu'est-ce qui se passe Non, je t'ai dit, moi j'ai déjà vécu un effondrement, donc après je pense j'adhère tout à fait à la démarche de Matt, enfin sur l'idée indépendance, force. Enfin, je suis assez sensible. Je pense que toi aussi, Matt, tu as lu enfin Jack Donovan ou enfin cette approche bon de enfin force, indépendance, autonomie. Donc ça passe par effectivement par une anticipation des dangers. Mais je crois que le monde, enfin mon humble opinion, c'est que le monde est tellement complexe que je ne vois pas comment. Enfin, je pense que faire des spéculations sur comment se passera l'effondrement me semble, c'est très gratuit, enfin de faire. Attends, justement, Matt, ce qu'il te dit, c'est qu'il faut se préparer un minimum à n'importe quel type de. Enfin, oui, je crois pas ça. que Matt ait dit Oui, qu'il y avait bien sûr, bien un sûr. effondrement qui allait se passer de telle manière, à tel jour, à telle heure, Oui, bien avec sûr. telle condition. Enfin. Non, bien sûr. Je veux pas lui mettre des choses dans la bouche, ça c'est sûr. Mais j'adhère parfaitement en fait d'être autonome effectivement et de faire effectivement il y a des choses notamment avec l'argent, avec les banques, le sujet que tu as touché, Matt, et à mon avis effectivement il faut faire vraiment attention avec ses ressources parce qu'il y a plein d'abus je trouve à ce niveau-là et il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, ça c'est et avoir toujours plus on a d'options dans la vie, dans n'importe quel domaine, mieux c'est, non? Que ce soit avec les femmes, avec le boulot, avec l'argent, diversifier les options. C'est toujours bien. Ouais, bah avec les femmes, diversifier, c'est. Après, t'imagines, ça coûte cher si tu as plusieurs femmes et que tu dois entretenir. Moi, je trouve ça bien d'en avoir qu'une. Mais pourquoi faudrait-il les entretenir? Moi, je suis dans la diversification d'options sans entretien. Non, je me suis planté en dire, je vais dire entretenir la relation, tu vois, avec elle. Bon, une relation avec une fille, ça demande beaucoup d'énergie, tu vois, pour construire le lien, tout ça. Donc,
forcément, imagine, si tu es polygame, tu en as plusieurs ou quoi. C'est compliqué et du coup, tu perds en qualité après. Oui, en tout cas, même des options potentielles, on va dire. C'est ce que je dirais. Enfin, En fait, ce que Radu essaie de pousser d'avoir, là, ouais, ok, j'ai capté, ouais. D'avoir la théorie de Rollo Tomassi sur c'est quoi, plate spinning? Je sais plus comment il appelle ça. Oui, non, mais d'une façon générale, oui, ça c'est le truc technique de PUA qu'ils emploient, mais d'une façon générale, plus on a d'options dans la vie, même des options, même si on sait que on est dans une seule relation avec une nana sérieuse, mais si on sait, on est persuadé, on est convaincu sur des bases réelles qu'on peut la remplacer dans la semaine, on a des options, c'est ça ce que je veux dire. Le truc, c'est que si tu peux remplacer ta fille dans la semaine, ça veut dire que ta relation avec elle est super faible. C'est que tu n'as pas de lien avec elle, tu vois, parce que si tu t'es investi dans une relation et que ça foire... Je suis d'accord, mais je veux dire la remplacer à minima, c'est-à-dire tout simplement, il y a plein de personnes qui nous écoutent, à mon avis, qui sont tout simplement dans le désespoir et dans le désert relationnel, et ils se disent à jamais déjà si j'en trouvais une, ça serait génial, et ensuite, faut surtout pas que je la lâche, tu vois. C'est ça, je parle d'une mentalité d'assoiffé ou d'affamé ou de chien de la casse, ou comme on voudra, où il n'y a pas d'option en fait. Même c'est que du coup il tombe sur une nana et là c'est l'investissement total et définitif parce que c'est par manque d'options et par manque même d'envisager la possibilité d'avoir des options. Ouais, c'est sûr que celui qui prend la première venue parce qu'il est en galère et qu'il la lâche plus alors que c'est pas son idéal, c'est sûr que c'est pas le truc à faire. Faut d'abord évoluer, toi en tant que mec, pour avoir une bonne valeur qui te permet d'avoir des options, qui te permettra de choisir ce qui te convient. Après, bon, pas facile, tu vois. Je dis ça, je te prends mon exemple, tu vois. Bon, je pense que en tant que mec, quand même, je suis quand même du matos correct, tu vois. J'arrive à, je suis boyfriend material. Ouais, je suis un mec sérieux, tu vois. Je pense bien m'occuper de ma copine quand j'en ai une. Mais bon, c'est vrai que pour trouver, c'est chaud. Pas facile. Ah ouais. Justement, une question que je me posais, et ça c'est un autre truc qui n'est pas toujours abordé dans les discussions sur les valistes, c'est est-ce que le côté vivre en autonomie, etc., ça casse pas la dynamique homme-femme? Parce que j'ai l'impression que, enfin, sans vouloir faire des généralisations, je pense que la plupart des nanas aujourd'hui sont quand même attirées par le côté clinquant, brillant de la modernité, de la société, de toutes les commodités qu'elle peut apporter. Et du coup, le côté très un peu rustique de dire je vis dans mon espace en autonomie sans avoir forcément une plaque vitrocéramique, un frigo, dernier cri, etc. Est-ce que ça, c'est pas aussi un truc qui éloigne les filles, en fait, quelque part? Alors, je saurais pas te dire parce que je connais pas les filles en fait. Donc, je connais pas la proportion de filles qui sont comme tu décris. Après, bon, moi, les filles que j'aime bien, que je connais, bah, elles sont pas là-dedans, tu vois. Elles sont plutôt dans la mentalité minimaliste, prepping, vivre simplement. Après, je connais pas la proportion, tu vois, de filles qui ont vraiment besoin d'être dans un truc où ça, enfin, sans parler de trucs qui pètent la thune, avec la belle décoration, le lounge de bachelor avec le méga canapé en cuir et tous les trucs technologiques de partout, tu vois. Simplement d'avoir un logement enfin, pas de standing, un logement qui est correct par rapport aux standards modernes. Bon, bah voilà, je sais pas, je saurais pas te dire là. Donc voilà. Par contre, bon, si t'es en autonomie, que t'es dans la campagne, bah c'est vrai que tu vas moins en rencontrer du coup des filles, à moins d'aller dans des endroits spécifiques et tout ça. Bon. C'est sûr. Est-ce que tu veux qu'on passe un appel à nos auditrices On va faire écoute. Le Café des Hommes, ça va être le nouveau salon de rencontre. On a un cœur à prendre, appelez-nous. Je ne pensais même pas que tu avais des auditrices.
Eh ben arrête, tu rigoles, mais en fait, moi sur ma chaîne principale, j'ai à peu près 6% de femmes 6%, c'est bien. selon les stats, ce qui est pas si mal pour une chaîne a priori dédiée principalement à des mecs. J'avoue que je suis toujours étonné. Et je crois que Ozalnef, il est à 15%. Donc, enfin, je veux dire, en fait, si, il y a des femmes qui écoutent aussi les Ah, mais contenus. lui, il triche parce qu'il prétend qu'il est non-binaire, hein, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, mais c'est comme ça. Attends, non, moi, Mais écoute, si, en fait, je pense qu'il y a des femmes qui écoutent de tout et c'est pareil, t'as aussi une fraction de mecs qui va écouter probablement des tutos de maquillage pour nana. Hein. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui écoutent de tout, en fait. moi, c'est ce que tu veux nous avouer quelque chose. Ouais. Non, moi, je regarde pas de. Attends, j'ai mieux à faire, hein, quand même. C'est vrai que moi c'est vrai que les mecs, moi je connais pas de mecs qui regardent des channels de filles. Ouais, pas trop quoi. Je crois que YouTube globalement est plutôt masculin en termes d'audience. Hein. Le truc c'est que je viens peut-être de dire une truc de fille parce que ton chan n'est pas forcément un chan de mec. Il parle de choses qui sont souvent qui parlent souvent aux mecs et pas forcément. Donc c'est vrai que c'est pas pareil. Alors que tuto maquillage, bon là clairement c'est pour les filles. Ouais. Puis les filles s'intéressent aux mecs, donc c'est normal qu'ils s'intéressent à ton channel. Hein. Donc, après, tiens, une question qu'on ne s'est pas posée tout à l'heure et peut-être qui se justifie maintenant, c'est au niveau de la formation sportive, pour revenir à ça, est-ce que tu as des différences en tête dans la routine que tu proposerais à des mecs et à des filles? Est-ce que parce que toi, je crois que tu t'adresses principalement à des mecs, mais est-ce que ça changerait quelque chose si tu t'adressais à des femmes? Est-ce que tu ferais les choses différemment ou... Non, on a les mêmes morphos, les mêmes insertions tendineuses, tout ça, tu vois, c'est les mêmes muscles, donc ça fonctionne pareil. Après, la différence, ça va être sur la perte de fat. Les filles ont plus de fat. Donc, bon, si t'es une fille, tu vas peut-être pas viser le même body fat que si t'étais un mec. Sinon, tu risques un peu de te faire du mal si tu veux à tout prix avoir le six-pack alors que c'est pas ta nature. Voilà, après, à un certain taux de body fat, t'as plus les menstruations, tout ça, tu vois, ça a des implications. Ah ouais, quand même, ouais. Voilà, sinon après, à part ça, je veux dire, l'entraînement, c'est le même. Hein. Il y a beaucoup de filles qui focus sur quadriceps fessiers, qui négligent complètement le haut. Les mecs ont tendance à faire l'inverse. Donc après, le seul truc, c'était filles comme mecs de bien tout travailler. De chercher à avoir. C'est vrai que les mecs ont tendance à faire juste biceps pec, quoi. Enfin, c'est un peu la caricature, mais il néglige le cul, alors que franchement, les nanas trouvent que les culs des mecs sont pas mal aussi. Faut pas négliger le cul. Eh ouais, les filles aiment bien les bons culs. Donc faut faire du deadlift et des fentes. Et voilà. Rien négliger. Travailler avant tout les points forts. Maintenant, une fois que tu as bien progressé, que tu as atteint un peu ta limite génétique, tu sais que tu vas avoir du rendement décroissant sur tes points forts, donc tu es content, tu as bien développé tes points forts, c'est cool. Maintenant, après, c'est peut-être bien de travailler les points faibles, là où tu as encore du potentiel, plutôt que de s'acharner sur tes points forts que tu as déjà développés, et puis ton entraînement va quasiment servir à rien, parce que tu vas quasiment plus progresser. Et c'est là que les mesures vont être importantes. Tu vas te rendre compte que quand tu as commencé, ça montait bien, et puis là, 2 ans ou 3 ans après, finalement, rien que l'entretien devient difficile. Voilà, tout travailler, mec comme fille, et puis en ayant conscience par rapport au fitness que les filles ont plus de mal à cramer le fat. Ouais, c'est normal. Mais moi, je voulais revenir sur
sur tes mentors, on va dire, sur tes influences, les gens qui t'inspirent, les auteurs qui t'inspirent, les youtubeurs qui t'inspirent. J'ai vu que tu avais fait une sorte de vidéo hommage à Stéphane Molineux. Je sais pas, est-ce que tu Ouais. pourrais nous parler un petit peu plus on va dire, des influenceurs qui t'influencent toi? Tu suis avec Ben, intérêt. en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup sur Molineux. Voilà, il me Peut-être tu pourrais le correspond présenter brièvement quasiment à la à perfection. ceux qui le connaissent pas. Ouais, donc Steph Molineux, anarcho-capitaliste, qui a fait qui a le plus gros show de philosophie voilà, qui a le plus gros show, qui parle de philosophie, qui fait du commentaire d'actu, il parle de politique aussi. Enfin, quand on dit politique, il va pas sortir des trucs, tu vois, tel président. Quoique s'il le fait quand même. Hein. Il fait vraiment des commentaires précis sur les actus. Et c'est quelqu'un, donc, ces sujets, ça va être le peaceful parenting, l'économie, bien sûr, l'anarchisme, le fait de gagner en liberté par rapport à l'État et dans la société, du coup. Et voilà, moi, c'est surtout pour ces sujets-là que je l'apprécie. Et Il faut préciser pour nos auditeurs que c'est un Américain, même s'il a un nom francophone. En fait, Stéphane ouais, Molineux. c'est un British qui habite au Canada maintenant. Et donc, il faut comprendre l'anglais pour pouvoir l'écouter. Quoique, il a certaines de ses... Alors bon, il a fait des milliers de vidéos, hein, parce qu'il fait les... Il en fait quasiment tous les jours, non? Ouais. Puis il prend les calls et tout, il est très productif. Il marche au don. Et donc, il a quand même certaines vidéos, parce que voilà, il a des vidéos très sourcées. Il a un employé qui travaille pour lui, qui lui rassemble des études, des stats et tout, des trucs scientifiques quand il s'attaque à certains sujets. Et en fait, certaines de ces vidéos peuvent être sous-titrées des fois. D'accord. Sur des gros sujets. Ça arrive. Et puis, puis il avait fait la vidéo l'histoire de votre esclavage qui a été super virale et qui est sous-titrée. Voilà. Il y a au moins celle-là. D'accord. Donc, oui, donc tu te retrouves dans le message anarcho-capitaliste, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ce sera l'évolution de la société, de toute façon, puisque la société, c'est les individus qui correspondent entre eux, qui font des deals, qui font des projets ensemble. Et l'État veut avoir une influence sur chaque projet. Il veut prendre ses taxes sur chaque chose qui se fait entre deux personnes. Donc c'est nuisible. L'État nuit dès qu'il y a un deal. L'État veut taxer, donc c'est néfaste. Et ça nuit à la société. Donc si les humains continuent à évoluer et que leur société continue à évoluer, peut-être que dans quelques siècles, ce sera des sociétés sans État. Évidemment, et comment tu vois, toi, ce passage en fait d'une société avec un État qui est quand même assez important? Enfin, je veux dire, en France, l'État récupère à peu près la moitié du PIB ou pas très loin en termes de taxes. Enfin, c'est colossal. Comment tu vois, toi, cette transition vers quelque chose d'autre? Surtout que, alors, je sais pas, moi, j'ai pas mal écouté de discours, on va dire, de gens qui sont plus dans du cyber-anarchisme ou des choses comme ça, et qui rêvaient il y a pas si longtemps que Internet ça allait ouvrir des portes et permettre beaucoup de liberté à plein de gens au niveau individuel. Et j'ai l'impression que l'État est en train de finalement mettre le grappin sur Internet, soit directement, soit en faisant des deals avec les entreprises qui gèrent des gros sites et des gros serveurs. Et du coup, j'ai l'impression que même au niveau de cette espèce de territoire de liberté sauvage que semblait être Internet il y a encore quelques années, l'État est en train d'arriver à s'imposer dessus. Du coup, comment tu vois, toi, cette transition vers des individus qui sont indépendants, en fait? C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que, bon, évidemment, entre ce qu'on a maintenant, une société, on est à plus de 50% de taxes. Donc, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait 75. Et donc, entre ce qu'il y a maintenant et une société ANCAP, il y a un énorme fossé. Donc, ça va pas se faire comme ça. Et la transition, c'est simplement une prise de conscience graduelle des gens. Et
que l'influence de l'État dans tout ce qu'on fait diminue graduellement jusqu'au moment où on dira, ok, ben, tous ceux qui veulent enfin, je reprends, jusqu'au moment où l'État aura une influence minarchiste, on va dire, c'est-à-dire qu'il fasse justice, défense nationale, et puis éventuellement certaines routes. Et puis à ce moment-là, bah, l'étape d'après, ce sera qu'on dise ok, bah, ceux qui veulent se désaffranchir de l'État et arrêter de payer les taxes peuvent le faire. Et puis voilà, parce que maintenant il y a tellement de sociétés privées et d'initiatives individuelles qui se font qu'il n'y a plus besoin d'État. Voilà. Sans vouloir faire du mauvais esprit, je vais te rappeler. Enfin, quand le communisme est tombé en Roumanie, donc il y a déjà une trentaine d'années, on avait dit exactement. Enfin, il y avait plein de gens qui disaient exactement la même chose que toi. Non, c'est-à-dire qu'il faut que les mentalités changent. C'est très drôle parce que cette phrase, je l'ai entendue pendant des années. On a besoin de. En Roumanie, on disait il faut 20 ans pour que les mentalités changent et on sera enfin à nouveau. Bon, on voulait pas être anarcho-capitaliste, mais c'était juste, on voulait être capitaliste quoi. Non, mais, voilà. Non, c'était le mantra. Non, mais ce qui m'étonne, c'est que finalement, c'était ce mantra-là aussi. Les mentalités changeront et après, ça va évoluer. Je peux dire que 30 ans plus tard, ça n'a pas beaucoup bougé. Alors, ouais. Bah, 20 ans, c'était optimiste parce que moi, j'ai un peu avant, je t'ai dit dans quelques siècles. Tu vois, ah oui, d'accord, oui. Voilà, je pense pas avoir ça. Oui, c'est vrai que tu t'es donné une plus grande marge. Oui, ça, c'est ça. Non, puis quand tu vois les mécanismes psychologiques des gens aussi, tu te dis quand même, on est dans la merde. Bah, Bhaskar parle beaucoup de ça. Hein. Des fois, il fait des analyses sur les fonctionnements humains. Et puis, bah, voilà, l'humanité est mal barrée. Hein. Puis, bon, alors là, c'est sûr que maintenant, on a Internet. Donc, ça va être ça qui va changer la donne. Donc, je réponds à la deuxième partie de la question. C'est que, ben, Internet, ouais, ça permet que les gens fassent des micros online, communiquent entre eux, qu'il y ait des infos qui passent. Donc l'État, il a plus un monopole sur la communication. Ça veut dire qu'éventuellement, sa tromperie pourrait disparaître. Donc lui, il veut pas ça. Parce que quand tu es un groupe criminel qui a un contrôle sur des gens, tu utilises en premier la tromperie, c'est le plus rentable. C'est là où tu as les plus hauts rendements. Une fois que la tromperie marche plus, tu es obligé de revenir à la force, en menaçant les gens, en les tuant, et c'est moins rentable. Donc voilà, c'est moins rentable, ça marque mal, les gens se rendent compte, donc il y a actuellement de la friction. Pour faire le farming avec les citoyens, c'est pas le top. Donc bah forcément, l'État n'a pas envie que des gens aillent sur Internet, surtout si c'est pour écouter des vidéos comme ça ou qui parlent d'économie, de trucs, qui vont vouloir gagner en autonomie, qui vont se dire tiens, moi je suis un étatiste depuis toujours, on m'a toujours appris que l'État c'est bien, ce mec-là est en train de dire ça, tiens, c'est bizarre, ouais, peut-être, même si c'est qu'une graine, forcément c'est pas dans l'intérêt des groupes dominants. Et ouais, ils doivent tout faire pour... Donc, toi, tu vois l'État exclusivement comme un organisme parasitaire, en fait, si je comprends bien. Ouais. Après, tu vois, tu as la vision minarchiste où les gens vont dire l'État, c'est un mal nécessaire. On en a quand même besoin. On a quand même besoin de prendre certaines décisions collectivement et d'imposer à ceux qui ne seraient pas d'accord pour que ce soit pas trop le bordel. Parce que c'est une manière simple de décider de certaines décisions. Et bon, et c'est vrai, hein, si tu as besoin de prendre une décision rapide, bon, ok, allez, on fait comme ça, on est tous d'accord. Non, moi non, pas trop, mais bon, allez, pour que ce soit plus simple, je vous suis, tu vois. Tu peux le faire pour certains trucs. Maintenant, quand ça va jusqu'à décider de ce que les gens ont le droit de construire chez eux, quelle voiture ils peuvent conduire et quel vaccin on va leur imposer, tu vois, là, ça devient totalitaire, c'est plus possible. Voilà. Et donc, bon, le côté minarchiste, ça pourrait être valable, hein, tu vois. Moi, une société minarchiste, écoute, je me sentirais très bien dedans, avec un État qui gère l'armée et tout. Pourquoi pas?
c'est ok, tu vois. Même si je suis pas d'accord avec leur politique ou quoi, je trouve qu'ils dépenseraient mal l'argent, ce serait des petites taxes, donc allez, on s'en fout. Le problème, c'est que dès le moment où tu as un État, il va grossir, il va attirer des gens avides de pouvoir, et le mécanisme même de la démocratie fait que ça devient corrompu. Mais t'as pas une sorte de nostalgie finalement est-ce que ça ressemble pas à comment fonctionnent les États-Unis aujourd'hui, ce que tu décris là? Parce que ils sont pas au même niveau d'étatisme que nous, hein, non? Les États-Unis, un pays socialiste. La plupart des millénials, les États-Unis, c'est un pays socialiste. Ils ont, alors, enfin, en termes de taxes, je sais pas combien ils sont. Souvent, on entend du 40%, ce genre de truc. Bon, déjà, c'est très élevé. Et puis, enfin, c'est vrai qu'ils ont encore des libertés, tu vois. Donc bon, ils vivent sur leurs acquis. Comme la France, maintenant, on peut plus dire que les US, c'est capitaliste. Je pense que tu vas en Russie, c'est beaucoup plus capitaliste que chez les Ricains, quoi. C'est Charles. Mais pour toi, le critère, c'est le niveau de taxation? C'est ça que tu vois en premier? C'est la liberté économique. La liberté économique, d'accord. Ouais. Tu vois, on peut parler de liberté politique. Ouais, dis. En Russie, si tu graisses pas la patte au mec de Poutine, tu n'as pas de liberté économique non plus, hein. Ça se passe. Ouais, c'est vrai que c'est super corrompu. Après, tu vois, en termes de taxes, j'ai l'impression que t'es moins asphyxié que dans des pays occidentaux. Ah, mais c'est pas des taxes, c'est des pots de vin, c'est différent. C'est pas des taxes, c'est sûr. Sur le papier, il n'y a pas de taxes, mais c'est des taxes, tu les payes autrement. D'accord, donc tu dirais que les taxes non officielles sont équivalentes à ce qu'on a en peut-être même plus, sauf que le problème, c'est que tu peux pas, tu les déclares pas. Okay. Ouais, d'accord, ouais, je pensais pas que c'était à ce point-là, alors. Ouais, donc ce pays-là était un mauvais exemple. Après, ouais. Non, mais tu as quand même mis en avant un bon point, je trouve. C'est-à-dire que c'est vrai qu'effectivement, tout État qui commence à prendre un peu trop de pouvoir a tendance à s'élargir lui-même. Enfin, moi, c'est un truc que j'observe beaucoup. Après, c'est pas forcément très représentatif, mais ça te donne quand même une idée sur toutes les questions du féminisme, etc. Comment le gouvernement a mis en place d'abord un secrétariat d'État qui était chargé de s'occuper de ça, qui lui-même a mis en place une commission, qui lui-même a mis en place un organisme qui va s'occuper de ces questions-là, et on crée des groupes parlementaires pour discuter de tout ça. Et enfin, ça donne vraiment l'impression que l'État, en fait, génère des problèmes pour générer des postes et pour s'occuper, en fait. Parce que sinon, ils fonctionnent pas, on a l'impression qu'ils font rien. Et donc, du coup, ils préfèrent embaucher plein de gens pour faire des trucs qui sont pas forcément hyper utiles et qui relèvent pas forcément de leurs attributions, juste parce que ça leur permet de se dire, voilà, regardez, on bosse, on a sorti trois rapports, 3 documents. Bon. Alors, l'exemple que tu prends avec le féminisme, c'est carrément dans leurs attributions, en fait. Que le but de l'État, c'est d'avoir le contrôle total. Eux, s'ils pouvaient avoir 100% de taxes, que personne soit propriétaire, être des landlords de tout, qu'il n'y ait plus de droit de propriété du tout, et avoir le droit de cuissage sur toutes les filles du royaume, ils aimeraient bien. La seule raison pour laquelle ils peuvent pas le faire, c'est que ça passerait pas, tu vois, ce serait trop une transition d'un coup. Et en fait, le féminisme, l'État a vraiment intérêt à développer le féminisme, parce que ça veut dire des mecs qui vont être paumés, qui vont plus savoir ce que c'est d'être un mec, qui vont plus savoir que se comporter de telle manière, c'est normal pour un mec, et puis finalement c'est en adéquation avec ta nature, donc en général ça se passe bien si tu le fais. Donc t'as des mecs qui vont plus être des mecs, t'as des filles qui vont vouloir se prendre pour des mecs, en moins bien, en essayant d'aller bosser, d'avoir des postes de mecs et tout, alors que le super pouvoir des meufs, dans le couple, il est autre part, et puis elles ont une grande valeur là-dessus. Donc en fait, on va leur casser leur valeur, leur dire non, faites pas ça, c'est de la merde, vous êtes des merdes.
mieux vaut que vous alliez travailler. Et donc ça rapporte beaucoup de taxes à l'État. Ça fait que les mecs, ouais, du coup, on peut leur cut leur salaire aussi parce qu'il y a plus de monde sur le marché. Enfin bon, après, il peut y avoir plus d'offres aussi, donc c'est pas forcément vrai ce que je viens de dire. Mais voilà, l'idée, c'est de casser tout ça, quoi. Il y a eu des cas où effectivement l'arrivée des femmes sur un marché du travail a fait baisser les salaires pour tout le monde. Je sais plus si c'est je crois que c'est la psychologie et la psychiatrie où ça a été particulièrement le cas. J'ai plus en tête les chiffres, mais c'est peut-être 40% de baisse de salaire pour tout le monde après l'arrivée des femmes parce qu'il y a eu effectivement une surconcurrence qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Donc ça se tient ce que tu dis. Hein. Bah puis bon, ça fait une tax base. T'as tes têtes de bétail fiscales, du coup, ça les fait doubler. Donc pour l'État, c'est magnifique. Je veux dire, quand tu vois qu'avant, oui, mais ils gagnent moins. Tu vivais sur un salaire. Oui, mais ils gagnent moins. Si les salaires sont plus bas, les taxes sont proportionnelles à leur salaire. C'est-à-dire que même s'il y a plus de bétail, chaque bête a moins de laine, on va dire. Hein, tu vois, tu peux moins la tonsurer puisque. Ouais, mais est-ce que ça s'équilibre pas ou enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a les deux effets, mais bon. Ce qu'il y a aussi, c'est que imagine, t'as un binôme de partenaires. Le mec bosse fric, la fille s'occupe des petits et de la maison. Tu vois, ça c'est des échanges qui sont pas taxables. Et bon, bah, si t'as le mec qui se retrouve à devoir aller travailler le double du temps, enfin là, je veux pas dire ça, je suis en train de spéculer qu'avant il travaillait moins, mais bon, j'en sais rien. Mais bon, si t'as un mec qui doit bosser et que il gagne plus assez, que la fille va bosser aussi, et bah, tu vois, tous ces échanges qui se faisaient avant dans le couple, sans la griffe de l'État, bah maintenant ils vont être monétisables aussi. Parce que la fille va devoir faire garder ses gosses, elle va devoir aussi, ah oui, très important, la fille qui travaille, qui peut plus s'occuper de ses petits, eh ben elle va s'en débarrasser en les droppant en crèche ou dans les camps de dressage de l'État. Donc l'État, ça c'était le sujet de notre vidéo avec Bhaskar, c'est que la clé de voûte de ce système, c'est que l'État doit à tout prix endoctriner les enfants pour croire que tout ça est normal. Donc avec la fille qui s'en sort pas parce que les deux doivent bosser, bah, l'État a beaucoup plus de temps où ils ont les enfants en contrôle. Et tu vois, il y a un siècle, les enfants n'allaient pas autant dans les institutions d'éducation de l'État. Ils n'allaient pas dans ces camps d'endoctrinement tout le temps. Il y avait moins de prise dessus. Et donc ça, c'est une clé de voûte aussi, et c'est une des raisons que développer le féminisme, ça a été très important pour l'État. Ça a été un super move qu'ils ont fait. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais jamais vu ça avec cette approche de dire que le féminisme était une nécessité pour l'État pour élargir son influence. Mais effectivement, c'est un point de vue qui se tient et tu as donné des très très bons arguments pour ça. Il y a un mime qui traîne avec Rockefeller qui marque. Bon, après, je me méfie des mimes de citation des fois, tu vois, mais bon, il y a ce mime là quoi avec Rockefeller qui dit bah ouais, on a financé le féminisme, comme ça nous a permis de faire ci, de faire ça. De toute façon, si ça intéresse tellement l'État, le féminisme, parce que bon, des projets qui coûtent de l'argent et qui seraient peut-être plus justifiables pour l'opinion publique, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Et non, ils ont choisi le féminisme. Ils se sont beaucoup impliqués là-dedans. Et par rapport aux droits, par exemple, des LGBT et autres, cette communauté-là, est-ce que tu vois aussi une raison étatique derrière ou... Ça confuse les hommes du coup. Tu vois, si on commence à dire, il y a des énormes scandales, tu sais, avec les histoires de petits qui ont fait croire qu'ils sont des filles, on leur dit si tu peux, t'es non-binaire, machin. Tu vois, on commence à voir des trucs aberrants comme ça. Alors bon, pour l'instant c'est marginal, mais on peut imaginer que dans 30 ans, tu vois, ça va être inimaginable.
Imagine, il y a 30 ans. Je pense que c'est un complot pour que tout le monde vote Rassemblement National. Parce qu'ils continuent à faire des conneries comme ça, et bientôt tout le monde va virer. Parce que franchement, à mon avis, justement, les ancrages des préjugés, on la vie dure, parce que les préjugés, comme tu l'as dit, je pense, dans certaines de tes vidéos, les préjugés, c'est un condensé finalement d'une sagesse immémoriale. Il faut quand même pas trop s'attaquer aux préjugés. Les préjugés, je pense que ça a du bon. Parce que souvent, il y a un jugement, mais on a oublié le jugement, on a gardé la conclusion. Donc, c'était plutôt pas mal, le préjugé. Et plus il s'attaque à des préjugés, à mon avis, j'aurais une tendance à voir tout ça comme peut-être même un complot qui aura pour résultat le contraire de ce qu'ils prétendent avoir. Pour la France. Ouais. Non, mais à continuer à nous mettre trois Bilal Hassani et c'est bon, on va avoir le Rassemblement National à 70%, hein, c'est bon. Ça. Attends, Radou, t'es en train de me dire que quand t'as vu Bilal chanter, t'as eu envie de voter pour Marine Le Pen? C'est ça, exactement. Non, mais j'avais envie effectivement de devenir un sale macho oppresseur. Ça, c'est sûr que. Non, mais ce qui est plus probable, c'est qu'ils veulent avoir un premier tour avec le Rassemblement National dedans, pour que, au second tour, ce soit Macron qui soit élu de sûr face au FN. Oui, mais ça peut être ok. Ça, la première, effectivement, le premier coup, mais dans 3 coups, parce que ça sera plus la même chose, quoi. C'est 3 coups plus tard, c'est plus la même. Dans 3 coups, la société, tu vois, il y a 10 ans, on nous aurait dit qu'il y aurait des mecs à la télé qui diraient je suis pas blanc, je suis non binaire, ou qu'il y ait des gens qui font des opérations de changement de sexe à leur gosse de 5 ans. Tu vois, ça nous aurait paru incroyable. Et imagine ce qu'il y aura dans 15 ans, dans 3 tours, c'est inimaginable, quoi. Donc, c'est vrai que sur la partie, en tout cas, de tout ce qui est les problèmes de relations hommes-femmes, etc., il suffit de réécouter des interviews ou des discussions d'il y a 5 ou 10 ans, et c'est incroyable quand même, en très peu de temps, la différence qu'il y a entre le ton très libre que les gens pouvaient se permettre à l'époque. Je veux dire, t'avais des blagues très basiques, sexistes, des trucs qui aujourd'hui sont considérés comme sexistes, mais qui à l'époque étaient considérés comme juste, c'est une blague, quoi, voilà. On a été infesté par l'idéologie il faut pas blesser les sentiments d'autrui. À partir du moment où tu rentres dans une optique comme ça, c'est la fin, quoi. C'est la fin de la pensée autonome, c'est la fin de la masculinité, c'est la fin parce que, je veux dire, si tu passes ton temps à anticiper quel sentiment tu pourrais blesser chez quelqu'un, tu t'arrives plus à dire quoi que ce soit, parce que les sentiments, par excellence, tu peux pas les anticiper, parce que le gars, il peut toujours prétendre, attends, tu m'as blessé, regarde, moi, j'ai été traumatisé quand j'étais petit, parce que ça, et donc tu peux pas dire ça. Tu passes ton temps à anticiper les traumatismes des autres, tu peux, vas-y, bon courage pour arriver à trouver quelque chose qui soit non-commit, qui ne blesse personne. Et puis c'est vraiment un critère de merde. Enfin, trouver un truc qui ne blesse personne, c'est vrai. Justement, on est vraiment. Si on a accepté ça, on a fini, parce qu'on est dans une société infantilisée finalement. On est vraiment dans une société où voilà, on est tous à la crèche et il faut pas que un tel dise quoi que ce soit. Et attention, mais la réalité, elle est blessante. Au bout d'un moment, faut quand même que la réalité fasse qu'il y ait à nouveau le droit de citer, quoi. Bon. C'est comme dans une relation, si tu dois toujours faire attention à ce que tu dis, c'est que tu es dans la mauvaise relation. Exactement, oui. Comme les blagues sur les Arabes des inconnus, aujourd'hui, ça ne serait plus, quoi. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'effondrement communiste, tu vois, que vous aviez plus d'électricité, tout ça m'a fait penser à la blague qu'est-ce qu'utilisaient les socialistes pour s'éclairer avant la bougie? L'électricité. Voilà. Du coup, je la fais maintenant parce que dans 15 ans, peut-être plus le droit de faire des blagues sur le socialisme. Je sais pas si Radou, tu as encore des points que tu veux aborder, sinon. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je suis très je suis content de l'échange et de ce qu'on a pu mettre en évidence. Est-ce que tu as des actualités, Matt, qui sont prévues pendant l'été ou après l'été sur ta chaîne? Ouais,
Ouais, il faut que. Bah là, ce matin, j'étais en train de voir pour reposter un peu de vidéos. Là, en ce moment, j'envoie juste des mails et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ouais, il faut que je m'y remette. Bon, bah écoute, je pense que ça va. Enfin, je te souhaite le meilleur avec les vidéos en tout cas. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis, du coup, eh bien, on va vous dire bon été à tous les auditeurs qui nous écoutent, puisque ça va faire une pause probablement jusqu'à, je sais pas, peut-être mi-septembre ou quelque chose comme ça. En tout cas, oui, moi, je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Bhaskar, donc de Hypnomachie. Normalement, on va faire donc mercredi 10 juillet, normalement, on va faire ça à, je sais pas, 19h, 20h. On n'a pas encore établi d'heure. Donc, on va parler de René Girard, donc sur la chaîne de Hypnomachie. Et sinon, voilà, bon été à tous.